Bonjour à tous, les réseaux sociaux, troisième partie, c'est la thématique du jour. C'est aussi donc le dernier cours du programme annuel de SNT. Alors on va revenir sur quelques-uns des éléments qu'on a vus dans la partie précédente, vidéo précédente, que vous retrouvez aussi sur ma page YouTube. Et puis on va mettre un clou sur les derniers éléments du cercueil de la SNT, vu que cette discipline se terminera pour beaucoup d'entre vous cette année. Vous n'aurez pas de prolongation l'année prochaine en classe de première, sauf si vous si vous avez choisi de faire l'option sciences du numérique, qui n'est pas disponible chez nous au lycée. Mais je redirai un petit mot à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, on est sur les réseaux sociaux et on va parler des modèles économiques utilisés par les réseaux sociaux qui leur permettent non seulement entre guillemets de survivre, mais aussi de brasser une très grande quantité d'argent. Un petit tableau de chiffres pour commencer, pour illustrer les choses. Alors, vous avez quelques réseaux sociaux qui apparaissent dans la première colonne, vous les voyez, donc avec leur icône et leurs symboles respectifs, donc Facebook, Twitter, Instagram et puis YouTube. Et vous avez à côté donc sur fond bleu le nombre de comptes en milliards qui existent actuellement dans le monde. Vous voyez que ce sont tous des réseaux sociaux. Alors j'ai choisi justement les 4 réseaux sociaux qui ont dépassé le milliard d'utilisateurs cette année. Et puis vous avez à côté le chiffre d'affaires qui se compte lui aussi en milliards de dollars. Vous le voyez. Donc ces réseaux sociaux, vous le voyez, en fait brassent chaque année des quantités d'argent assez faramineuses. Et la question est la suivante, comment se fait-il que ces réseaux sociaux, dont l'essentiel des contenus reste gratuit, donc ne nécessite pas de la part de l'utilisateur de sortir sa carte bancaire pour payer du contenu, comment se fait-il que malgré cette situation, eh bien, ces réseaux sociaux fassent autant d'argent? Alors, pour se répondre à cette question, on va utiliser un article écrit par la sociologue Florence Pinault, qui nous explique en quelques mots comment Google se rémunère. Alors pour remettre l'église au milieu du village, comme on dit, rappelez-vous que Google, c'est un système qui héberge beaucoup de services, parmi lesquels YouTube, qui est considéré, comme on l'a vu tout à l'heure, comme aujourd'hui un des réseaux sociaux, on le voit au niveau des nombres, qui compte le plus d'utilisateurs. On compte plus de 2 milliards de comptes YouTube actuellement dans le monde. Le principal avantage évidemment d'un tel réseau social, c'est de permettre et de mettre à disposition de n'importe qui dans le monde entier du contenu. Et c'est ça qui rend ce réseau social tellement populaire, c'est que n'importe qui peut faire des vidéos. La preuve, vous êtes en train d'assister à une vidéo faite un petit peu par n'importe qui, voilà. Et puis évidemment, donc ces vidéos sont consultables par tout le monde et gratuitement en plus. Gratuitement, pas tout à fait, pour la simple et bonne raison que les modèles économiques qui ont été choisis par ces réseaux sociaux sont extrêmement simples. Donc lorsque vous allez créer un compte, vous allez avoir accès à tout le contenu sans avoir à dépenser d'argent. En revanche, vous allez être confronté régulièrement à de la publicité, généralement de la publicité ciblée. Autrement dit, votre identité numérique que vous avez sur votre réseau social va être utilisée par le réseau social pour mettre à votre disposition, pour vous soumettre en tout cas, des publicités qui pourraient être le plus possible en relation avec des éléments qui vous intéressent. Il suffit par exemple, je prends un exemple tout simple, de faire une recherche dans un moteur de recherche type Google par exemple, qui reste le moteur de recherche, on l'a vu en cours, qui est le plus utilisé dans le monde. Vous faites une recherche sur une thématique quelconque, vous pouvez être certain que quand vous allez retourner sur le site, ou quand vous allez aller sur d'autres sites du type Gmail, qui sont tous rattachés à Google, la messagerie Gmail, ou alors YouTube, rattaché à Google aussi, et vous allez voir apparaître et fleurir progressivement des publicités qui seront en relation avec les recherches que vous aurez faites sur le moteur de recherche en question. Alors on appelle ça en fait des AdWords,
C'est ce que mentionne ici Florence Pinault dans son article. Donc Google est l'un des meilleurs exemples de services gratuits très rentables, alors que son moteur de recherche surpuissant, sa messagerie et ses cartes ne nous coûtent rien. Comment fait-il pour gagner de l'argent? Donc la réponse tient en un mot, AdWords, c'est-à-dire la publicité qui tombe pile poil au bon moment. Autrement dit, une publicité dite ciblée, qui se base en fait sur votre identité numérique, sur votre comportement sur Internet. Il faut savoir que ce comportement est en fait observé par les réseaux sociaux, il est stocké, et après, évidemment, comme on l'a vu lors de la séquence précédente, un certain nombre d'algorithmes vont en fait utiliser ces informations dans le but de générer automatiquement pour chaque utilisateur un ensemble de publicités qui correspondront généralement à ce que l'utilisateur, on va dire, a besoin. Autrement dit, c'est une publicité qui n'est pas comme les publicités générales que vous avez à la télévision, vous avez un petit peu de tout et n'importe quoi, et qui est à destination de tout le monde. Là, c'est une publicité ciblée, et une autre personne qui ira en même temps que vous sur la même page, vous pouvez faire le test chez vous, vous allez voir que les publicités qui vont arriver sur votre page à vous et sur la leur, même si vous êtes initialement, par exemple sur la même vidéo YouTube, vous n'aurez pas forcément les mêmes publicités, pour la simple et bonne raison, on l'a vu, que ces publicités se basaient en fait sur votre activité récente sur Internet. Donc ça, c'est ce qui permet, on le voit, d'une part, à ces réseaux sociaux de mettre à disposition gratuitement beaucoup de contenu, et de faire en plus, on le voit, des profits très importants. Alors petit exemple de publicité voilà, que vous retrouverez sur des réseaux sociaux. Là, c'est une publicité qui tombe à pic, en l'occurrence. Publicité qui est retrouvée sur un réseau social Facebook. Voilà, si vous avez fait une commande la semaine dernière, par exemple, dans un drive comme on le fait beaucoup actuellement, je sais pas moi, de fruits et légumes, et ben voilà, on vous propose une publicité qui vous dit, ben voilà, sur le site potagercity.fr, vous avez moyen de commander en ligne des légumes. Voilà. Et donc généralement les gens, quand ils voient cette publicité, ils disent, ouais bon allez hop, ça m'intéresse pas, allez hop, on passe, on ferme la boîte. Et donc en fait, en apparence, les personnes se comportent comme si, en tout cas prétendent ne pas tenir compte de cette publicité. Et pourtant, le jour où il faudra faire une commande, peut-être que ces personnes se rappelleront qu'il existe un site qui s'appelle potagercity.fr sur lequel on peut trouver les infos. Alors évidemment, tout le monde ne se rendra pas sur ce site, c'est évident, mais il suffit qu'il y ait quelques personnes qui se rendent sur ce site et l'utilisent, et y fassent des achats, pour qu'automatiquement la publicité soit rentabilisée. C'est un petit peu comme ça que fonctionne la pub. On dépense de l'argent pour la créer, en espérant, au final, qu'elle rapporte plus d'argent que ce qu'elle a coûté. Et la publicité aujourd'hui, vous le voyez, c'est devenu, dans notre société moderne, une des façons les plus radicales de faire de l'argent. Publicité bien faite et bien ciblée est capable de multiplier par 3, 4, 5, 6 les ventes d'un produit. Alors, on va passer à une mini-synthèse sur le sujet. Donc on rappelle, comme on l'a dit, que la plupart des réseaux sociaux sont donc gratuits. L'intérêt pour eux, pour ces réseaux sociaux, d'être gratuits, c'est que ça va, vous le voyez à côté, sur fond bleu, rassembler une très grande quantité d'utilisateurs. À partir du moment où vous expliquez aux gens qu'ils ont à disposition sur Internet gratuitement une très grande quantité de contenu, et ben les gens vont en profiter, à raison d'ailleurs. Vous avez la chance aujourd'hui, vous êtes une génération, vous êtes la première génération qui sait utiliser pleinement les réseaux sociaux, qui les utilise depuis tout petit, et qui utilise depuis tout petit aussi presque l'intégralité des informations qu'on peut retrouver sur ces réseaux sociaux. Et de façon générale sur Internet. Il faut savoir que vos parents, eux, à votre âge, n'ont pas connu ce genre de situation. Les seules vidéos qu'ils voyaient, c'était celles qui passaient à la télévision ou sur leur magnétoscope. Et puis, les seules informations dont ils disposaient étaient celles qui étaient publiées dans le journal, ou dans les magazines qu'on achetait à l'époque, sous forme papier, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est remplacé, tout est, on avait déjà utilisé le terme, dématérialisé. Autrement dit, tout est numérique.
très rares sont encore aujourd'hui les nouveaux journaux qui apparaissent qui mettent à disposition du contenu sous forme papier, hein. De plus en plus, on cible évidemment du contenu numérique parce que d'une part, ça permet à beaucoup de personnes d'accéder au contenu sans difficulté, pas la peine de se déplacer, d'aller acheter un journal par exemple ou un magazine, et de la même façon, ça permet de faire des économies de papier aussi au niveau de la production on va dire de l'objet final qui n'est plus matérialisé, hein. Ensuite, on avait dit aussi donc que finalement, tous ces profits qui sont faits chaque année par ces réseaux sociaux, eh bien, ils sont générés à l'aide de publicités personnalisées qu'on appelle donc des AdWords. Donc vous avez un exemple à côté, hein. Et on précise évidemment pour terminer que ces AdWords sont en fait générés à partir des habitudes comportementales des utilisateurs sur les réseaux sociaux et de façon générale sur Internet, parce que vous l'avez vu, hein, aujourd'hui les grands organismes qui gèrent les outils numériques, hein, Google est l'exemple le plus flagrant dans cette histoire, et ben en fait, quand vous regardez bien, prenez une journée complète, prenez le temps que vous passez sur Internet, et posez-vous la question, combien de temps quel pourcentage plutôt du temps que j'ai passé sur Internet aujourd'hui, quel pourcentage de ce temps est-ce que j'ai passé sur des outils Google, que ce soit Google Maps, que ce soit Google Earth, que ce soit la messagerie Gmail, que ce soit YouTube, que ce soit les moteurs de recherche de Google, et ben vous voyez en fait qu'au final, sans forcément s'en rendre compte, on passe beaucoup de temps sur des outils qui sont initialement générés par l'entreprise Google et qui, on le voit, sont pour la quasi-intégralité d'entre eux des outils gratuits. Et malgré tout, on le voit, grâce à la publicité, hein, grâce aux AdWords, eh bien, cette société fait chaque année des profits très importants, hein. Vous le voyez, rien que YouTube, hein, 15 milliards de dollars de profits chaque année, hein, essentiellement évidemment liés à la publicité diffusée régulièrement sur les pages que vous consultez. On va aborder la dernière partie de ce chapitre sur les réseaux sociaux. On va parler de cyberharcèlement, qui est malheureusement une conséquence fâcheuse de l'utilisation de ces réseaux sociaux. J'ai un petit dessin humoristique à vous présenter, hein. Alors, il n'est pas si humoristique que ça finalement, hein, mais il résume de façon générale assez bien les choses, hein. Le personnage en couleur, on le voit ici, subit le harcèlement de la part de toutes les personnes représentées en bleu autour, hein, qui peuvent du coup le contacter même à distance, grâce, on le voit, à un ordinateur portable, à un téléphone portable, à une tablette, à un ordinateur fixe, bref, à tout objet connecté, hein, au final. Alors, le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est et en quoi finalement, comment se décline-t-il? Quels sont les différents types de cyberharcèlement qui existent? Alors, on va en voir quelques-uns que je vais vous proposer ici. Progressivement. Le premier type de cyberharcèlement, c'est ce qu'on appelle communément dans le jargon des informaticiens le lance-flamme, entre guillemets, hein. Alors un lance-flamme, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, vous avez certainement déjà été victime de lance-flamme, hein. Sur un réseau social quelconque, vous postez un message, vous postez une information, et puis vous avez une personne qui vous répond par une simple insulte. Cette personne n'étant peut-être pas d'accord avec ce que vous avez dit, cette personne ayant peut-être des choses à vous reprocher. La plupart du temps, ce sont des anonymes, hein, donc des gens que vous ne connaissez pas, et qui se permettent comme ça en toute impunité, de balancer des insultes et d'insulter les gens de façon totalement irréfléchie et inconstructive, hein, on est d'accord, hein. C'est juste une insulte ponctuelle, avec souvent des points d'exclamation, des émoticônes qui vont avec, bref, vous connaissez ce genre de choses, hein, on ne rentre pas dans le détail, hein. Vous avez aussi ce qu'on appelle la traque, comme autre méthode de cyberharcèlement, hein. Donc évidemment, vous le voyez, hein, le cyberharcèlement, hein, toute opération qui consiste à faire du mal, d'une manière ou d'une autre, à tout utilisateur d'un réseau social, sera donc cataloguée dans ce cyberharcèlement.
La traque, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est le terme qu'on utilise pour qualifier les envois répétés de messages et d'images. Si par exemple une personne vous envoie chaque jour des dizaines de mails qui parlent un petit peu des mêmes choses, bah vous êtes victime d'une traque, hein. Ça peut être une personne physique, ça peut être aussi un site internet malveillant, ça peut être un certain nombre d'organismes qui peuvent parfois procéder à cette traque, hein. Donc on vous envoie des messages. Ça peut être des messages totalement bienveillants, hein, au départ. C'est pas forcément des messages d'insultes, hein. Les images qu'on vous envoie peuvent très bien être aussi en apparence totalement inoffensives. Mais le fait de vous inonder toujours des mêmes informations, dans le but quelque part de vous les faire accepter, c'est une forme donc de cyberharcèlement. Le dénigrement, autre forme de cyberharcèlement. Alors le dénigrement, c'est un harcèlement qui est connu depuis la nuit des temps. On dit des choses fausses sur les gens. Donc ça, c'est pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux pour être confronté à du dénigrement, hein. Vous avez certainement déjà été la victime de messages calomnieux, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un message calomnieux? C'est juste en fait une information fausse, généralement malveillante, qui vous concerne, hein. Et donc ça peut prendre des formes très différentes, hein. Mais en tout cas, on balance entre guillemets des fake news qui vous concernent. Et donc évidemment, ça contribue à un moment donné au cyberharcèlement, ça va de soi, hein. Vous avez la mascarade comme autre forme de cyberharcèlement. Donc la mascarade, c'est simplement l'usurpation d'identité, généralement à des fins malveillantes. Ça veut dire en fait qu'une personne, à un moment donné, sous une forme X ou Y, est capable de pirater un de vos comptes et de s'identifier à votre place et de poster des choses sur internet en votre nom. Généralement des choses qui ne sont pas à votre avantage. Là aussi dans le but de vous vouloir du mal au final. Donc on voit que la mascarade c'est quelque chose qui est en apparence relativement difficile à faire parce que pour usurper une identité il faut quand même au départ semble-t-il avoir des connaissances en informatique pour aller pirater des comptes. Sauf que vous allez voir que c'est pas forcément toujours nécessaire. Malheureusement aujourd'hui on trouve sur internet des outils qui permettent de faire ça sans qu'on ait forcément besoin d'être un spécialiste ou un petit génie de l'informatique, hein. Et donc ça évidemment il faut éviter faire ce genre de choses parce que ça c'est déjà une profonde perte de temps pour les gens qui font ça. Et puis en plus de ça, on le voit, hein, ça aboutit à des situations parfois catastrophiques, hein. Faire des choses au nom d'autres personnes, ça peut aboutir effectivement à des problèmes d'ordre juridique, hein, qui peuvent vous, à un moment donné, inciter votre fournisseur d'accès à Internet à traquer votre adresse de façon à repérer votre comportement. Et vous avez vu qu'il y avait une nouvelle loi qui allait passer à partir du mois de juillet, la loi Avia, qui va encore être un petit peu plus... qui va faire un petit peu plus attention encore à ces histoires de cyberharcèlement, hein, notamment en limitant le type de contenu qu'on va pouvoir diffuser, hein, ce qui pose en fait à la fois des solutions dans le sens où ça peut apporter des réponses au cyberharcèlement, et des solutions aussi, mais ça va aussi fortement limiter notre liberté d'expression. Donc évidemment, toutes ces lois qui sont votées, elles sont pas toutes blanches ni toutes noires, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il faut savoir faire la part des choses, hein. Et en tant qu'utilisateur éclairé, il faut connaître ces lois, il faut savoir aussi que, à un moment donné, voilà, il y a des opérations qui parfois, sans qu'on s'en rende compte, parfois, on provoque ou on est victime de cyberharcèlement, hein. La forme suivante qui vous est proposée, c'est le lynchage. Évidemment, toujours entre guillemets, hein. C'est simplement le partage de vidéos qui montrent l'humiliation d'une victime. Si, par exemple, dans la cour de récré, je sais pas, on vous fait du mal, et puis on vous filme en même temps, et on met ça sur les réseaux sociaux, et vous imaginez bien que si on diffuse l'information, ça vous fera du mal, évidemment. Et le lynchage, justement, c'est cette opération. Autre forme de cyberharcèlement, c'est ce qu'on appelle l'outing, qui est la divulgation d'informations privées, tout simplement. Ça veut dire que vous avez a priori
correctement paramétrer vos réseaux sociaux, vous avez un réseau d'amis qui est fiable, malgré tout, il est possible à un moment donné qu'une personne divulgue des informations que vous avez voulu conserver comme étant privées, hein. Aujourd'hui, il est extrêmement facile, vous l'avez vu, hein, sur des réseaux sociaux, notamment sur Twitter, de retweeter et en fait de faire un effet boule de neige, hein, d'un phénomène, hein. Il suffit qu'une personne mette une information, c'est retweeté par 10, 15, 20, 50 000, 5 000, 10 000, 20 000 personnes, et vous allez avoir évidemment une information qui va se propager à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux, hein. Informations qui généralement n'étaient pas faites initialement pour être partagées avec tout le monde, hein. La dernière forme que je vous présente, on aura à peu près fait le tour finalement des différents types de cyberharcèlement, hein. Si vous en trouvez d'autres, vous verrez en fait qu'ils pourront être rattachés de près ou de loin aux 6, 7 qui ont été proposés ici. C'est l'exclusion. Autrement dit, la mise à l'écart volontaire d'une personne. Par exemple, vous créez un groupe d'amis sur Internet, et puis vous décidez finalement d'intégrer dans ce groupe d'amis sur un réseau social les membres de votre classe. Mais il y a un membre qui vous convient pas, vous voulez pas le joindre à votre réseau social. Ça peut être vécu comme étant un cas d'exclusion, vu que c'était une mise à l'écart volontaire, hein, même si au départ, vous en tant qu'utilisateur, vous avez le droit de choisir qui vous allez vouloir... à qui vous allez ouvrir l'ouverture de votre réseau personnel. Mais parfois, lorsque cette mise à l'écart est répétée par beaucoup de personnes, eh bien, on parle d'exclusion. C'est aussi une forme de cyberharcèlement. On retrouve notamment cette forme de cyberharcèlement sur les jeux en ligne. Si vous jouez à des jeux en ligne, vous avez certainement déjà vu des profils de joueurs où les autres ne veulent pas jouer avec, hein, voilà, parce que cette personne a été à un moment donné désobligeante, parce que cette personne joue mal, et donc on exclut finalement une personne, parfois pour de bonnes, parfois pour de mauvaises raisons. Et quand c'est pour de mauvaises raisons, c'est là qu'on peut parler de cyberharcèlement. Voilà, donc vous le voyez, le cyberharcèlement c'est quelque chose de très vaste, et ça... La seule chose commune finalement entre toutes ces déclinaisons du cyberharcèlement, c'est le fait qu'il s'agit en fait, on le voit, d'interventions qui généralement sont malveillantes et qui se font en ligne, et généralement donc via les réseaux sociaux. On va synthétiser tout ça dans une petite synthèse à la suite. Donc, une petite définition rapide, hein, du cyberharcèlement, donc un ensemble d'actes destinés à blesser durablement des personnes via les réseaux sociaux ou tout type de canaux numériques. Donc ça, on l'a expliqué. Après, le cyberharcèlement, il faut savoir qu'il est quand même essentiellement favorisé par le fait que votre identité numérique sur les réseaux sociaux n'est que partiellement dévoilée. Vous avez une forme d'anonymat, hein, vous vous servez de pseudonyme pour généralement poster des messages ou pour poster des vidéos. Et donc évidemment le fait de se cacher derrière un pseudonyme et donc de faire les choses de façon plus ou moins anonyme, quelque part ça vous met à l'abri, ou en tout cas vous estimez que vous êtes à l'abri. Vous n'avez pas mis votre nom, vous avez mis un pseudo un petit peu bidon, personne ne pourra remonter à vous. Non, alors dans la pratique personne ne fera l'effort de remonter à vous, mais le jour où vous serez visé par une enquête de justice et il faudra remonter à vous, on saura le faire, ne vous inquiétez pas. Donc, rendre difficile l'identification des responsables des actes, ça c'est évidemment la conséquence de l'anonymat, mais sachez malgré tout que grâce aux adresses IP, hein, on peut retrouver, quand c'est nécessaire, lorsque la justice notamment fait appel à cette nécessité, on peut très bien remonter aux personnes, non pas via leur nom qu'on n'a pas, non pas via leur pseudonyme, mais via leur ordinateur. On peut savoir quel ordinateur, notamment quelle connexion internet a été utilisée pour poster les informations. Et donc évidemment, si on sait quel ordinateur s'est connecté à internet, on va aussi vous retrouver, hein. Donc quand c'est nécessaire, on sait le faire. Les risques de cyberharcèlement peuvent être réduits si on limite la quantité d'informations personnelles mises à disposition de nos amis sur les réseaux sociaux.
Ça concerne notamment ce qu'on avait dit tout à l'heure sur tout ce qui était outing, hein, divulgation d'informations privées. Et ben, il faut savoir que ces informations privées ne peuvent être divulguées que si vous les avez mises quelque part en ligne. À partir du moment où vous prenez la décision de ne pas mettre de contenu en ligne, ou vous décidez de ne pas mettre sur Internet des informations, bah, à aucun moment ces informations ne pourront circuler, sauf si évidemment vous en parlez de vive voix à quelqu'un, que cette personne décide de les mettre sur Internet à votre place. Donc ça c'est une possibilité aussi, mais on l'a vu, ça fait aussi partie donc du cyberharcèlement. Donc finalement, la meilleure façon de réduire ce cyberharcèlement, c'est au départ de limiter les quantités d'informations personnelles, et puis surtout quand vous êtes victime et que ça vous pèse de ce cyberharcèlement, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Hein. Vous en parlez à vos amis, vous en parlez à vos frères et sœurs, vous en parlez à vos parents, à toutes les personnes que vous estimez de confiance pour essayer de trouver des solutions. Hein. Vous avez aussi des numéros mis à disposition de l'État que vous pouvez appeler et vous avez des spécialistes qui vous répondent sur le cyberharcèlement. Hein. Bon, je ne vous donne pas de lien sur le sujet parce que, on va dire, cette méthode de passer par des numéros de téléphone est assez discutable pour raconter les choses. Hein. On n'est jamais plus mal servi que par une personne qu'on ne connaît pas qui est au bout du fil. Hein. Donc voilà. Déconseille fortement ce genre de pratique. Voilà. Bah écoutez, voilà qui termine non seulement la partie sur les réseaux sociaux, mais qui termine aussi toute la partie SNT de votre programme annuel de seconde. Alors, une petite mise au point quand même sur ce qui va se passer dès l'année prochaine. Sachez bien que quelle que soit la filière que vous allez suivre l'année prochaine, on part du principe que ce sera une classe de première, ça sera quand même le cas pour la majorité d'entre vous, et bien quelle que soit la classe de première, qu'elle soit professionnelle, technologique ou bien générale, eh bien on tiendra compte du fait que vous avez fait en seconde de la SNT. Donc moi j'entends souvent des élèves dire dans les couloirs, dans la cour, je les entends dire oh bah la SNT de toute façon c'est pas important parce que l'année prochaine il n'y en a plus, donc on peut tout oublier, hein, je veux dire ça sert à rien. Ouais, le fameux ça sert à rien entre guillemets, hein, qui est très très prisé par les élèves ces derniers temps. Hein. Et bien sachez que l'année prochaine, quand vous allez faire des activités dans toutes les disciplines, et ben on tiendra compte de ce que vous aurez fait en SNT et on considérera que le cours de l'année de SNT a été acquis. Ça comptera, vous le verrez, ça sera utilisé dans toutes les disciplines, certaines plus que dans d'autres, et en particulier dans des disciplines comme les sciences économiques, l'enseignement scientifique, les sciences de façon générale, que ce soit les mathématiques, la SVT, les sciences de l'ingénieur ou bien la SVT, et la physique-chimie. J'ai rien oublié, hein. Donc je répète, mathématiques, physique-chimie, SVT, sciences du numérique et puis sciences de l'ingénieur. Donc dans toutes ces disciplines-là, si vous les suivez, eh ben, vous verrez en fait que on vous demandera de, par exemple, savoir manipuler des feuilles de calcul. Chose que vous avez appris à faire cette année dans le cours de SNT. Hein. Donc ça, ce sont des choses maintenant qu'il ne faut pas oublier, hein, parce que vous allez devoir les mettre en pratique à l'avenir. Ce cours de SNT, vous l'avez vu, c'est en fait une introduction très générique au vaste domaine qu'est l'informatique, et que sont les sciences du numérique. Après, vous avez tout à fait moyen de poursuivre vos études sur le sujet, hein, et même de vous auto-former au sujet. Et vous verrez que même si vous ne le faites pas vous-même, dans les disciplines que vous suivrez l'année prochaine en cours, on vous incitera à vous servir de ces outils numériques qui vous ont été présentés cette année lors des cours de SNT. Voilà, écoutez, voilà pour cette année. Je vous mettrai en ligne encore d'ici quelques jours une dernière petite activité sur les réseaux sociaux qui sera faite essentiellement de petites problématiques au niveau de la mise en place d'un réseau social et puis de quelques petits exercices rattachés. Et puis on se donne rendez-vous peut-être à l'année prochaine. Au revoir tout le monde.